Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour tout le monde, merci d'être présent. Donc, je suis Benjamin Tourette, Startup Manager à Néologie, Technopole de Grand Poitiers. Merci d'être présent pour ce webinaire sur la thématique industrialisation. On a 3 thématiques et 3 webinaires dans chaque thématique. Aujourd'hui, c'est le l'UX Design avec Arnaud Lissajou de Popa. En préambule, ce webinaire est enregistré, il sera accessible en replay sur notre chaîne YouTube Néologie Technopole, si vous voulez le revoir. Et voilà, et aujourd'hui on va parler de l'UX Design, pourquoi c'est essentiel, toujours un peu trop méconnu, et comment l'UX Design en fait va travailler sur les méthodes qui permettent de mettre l'utilisateur au centre de la démarche de conception et de faire du co-design. Voilà pour les grandes lignes. Et j'invite maintenant Arnaud à démarrer sa présentation. On aura 10-15 minutes de questions-réponses à la fin. Mais cependant, n'hésitez pas soit à lever la main pour poser votre question ou à la mettre dans le chat et je poserai moi-même ma question à Arnaud pour vous. Voilà. Oui, avec grand plaisir. Je te remercie Benjamin pour cette invitation, Amélie également. N'hésitez pas, je suis un petit peu bavard, donc à me couper la parole si besoin, s'il y a quelque chose qui est trop rapide, qui n'est pas bien compris, pas clair, à poser la question effectivement en messagerie pour que Benjamin puisse, pour qu'on puisse interagir tous ensemble. C'est l'enjeu. Il est 8h30 et jusqu'à 9h30, on va essayer effectivement de monter en puissance sur ce sujet qui est l'UX design, en français la conception centrée utilisateur, la conception de l'expérience utilisateur plus précisément, à dissocier peut-être de la conception de l'expérience des interfaces utilisateurs, qu'on appelle UI design. Je le prononce en français. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. J'ai partagé mon écran, je pense que vous le voyez bien désormais, et je vais me mettre en plein écran pour pouvoir partager cette présentation. Alors non, tu n'as pas à la partager comme ça, déjà en diaporama, ça suffira. Donc très content effectivement de pouvoir continuer à travailler avec Néologie. On intervient sur des accompagnements d'entreprises, de start-up, également sur des jurys. Et je suis ravi de pouvoir mener à bien ce webinaire aujourd'hui. On l'a intitulé « Concevoir son produit, monter en puissance avec l'UX design ». C'est vrai qu'avant de développer ou de lancer un produit informatique, il faut déjà le concevoir. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Quelles sont les bonnes pratiques, les bons outils, d'où ça vient, cette conception centrée sur l'utilisateur, si importante dans le cadre d'un produit informatique. Je me présente rapidement. Vous me voyez en photo un petit peu ici, au sein effectivement de ce collectif, une dizaine d'entrepreneurs qui sont réunis, des spécialistes de la conception et du développement informatique. Vous voyez même un peu nos outils, un peu chouchou, Figma pour la conception, Flutter qui est pour le développement, un code source qui nous permet de faire des applications multiplateformes, des applications donc, qui seront autant disponibles sur votre navigateur que sur la boutique Google Play ou App Store, qui peuvent être mobiles ou bureaux. Voilà ce qu'on aime faire véritablement, des applications plus que des sites internet. C'est vraiment notre spécialité et vous pouvez retrouver l'intégralité de notre portfolio à cette adresse popa.collectif.work. Je ne présente pas l'ensemble des membres, mais je les embrasse très fort. De bons concepteurs, de bons développeurs, de bons brand designers. Vous voyez aussi la liste des clients avec lesquels on peut travailler, donc des grands groupes et des startups principalement. Et je commence cette présentation finalement toujours par cette représentation que j'aime beaucoup, qui permet de bien poser les choses pour savoir pourquoi la conception centrée sur l'utilisateur est devenue si importante. Il faut déjà prendre un petit peu de recul finalement, prendre un petit peu de hauteur et regarder en règle générale qu'est-ce que c'est que la gestion de projet. Finalement, lorsqu'on a une opportunité, une nouvelle idée et qu'on veut concrétiser ça pour développer un produit informatique, on fait de la gestion de projet. Et la gestion de projet, finalement, il y a deux grandes familles. Il y a une première famille qu'on dit un peu prédictive. Et cette représentation la synthétise bien, puisque la gestion de projet prédictive, c'est une gestion dans laquelle le temps et le budget vont être estimés. Et c'est ce qu'on fait en règle générale avec un cahier des charges qu'on va fixer et qui va nous servir de périmètre. Alors, je pense que tout le monde a des connaissances sur ce qu'est un cahier des charges. On va lister très précisément l'ensemble des fonctionnalités qu'on prévoit, d'où la gestion prédictive, qu'on prévoit de développer, qu'on prévoit de concevoir. On va estimer le temps, on va dire, bon,
ce groupe de fonctionnalités, ce lot de fonctionnalités. Ça va nous prendre 1 mois, ça va nous prendre 2 mois. Bon, on ne peut pas vraiment être sûr, hein, on ne sait pas ce qui va nous arriver entre-temps, mais toujours étant que dans une gestion prédictive, on n'a pas d'autre choix que d'estimer effectivement un peu comme ça, la durée du projet. Et puis, pareil pour le budget, dans la mesure où on est quand même dans un monde qui bouge très vite. Bon, on fait un devis, on fait puis plusieurs factures finalement qui vont nous permettre de faire avancer la gestion du projet. Si on est comme moi, en freelance ou donc en prestataire. Et sinon, au sein de son entreprise, on va pareil pouvoir discuter avec ses responsables d'estimer un budget par rapport au projet qu'on va lancer. Au centre de tout ça se trouve toujours la qualité. Finalement, je pense que n'importe quelle équipe, lorsqu'elle se lance dans la création d'un produit informatique, cherche à obtenir le plus de qualité, c'est-à-dire la satisfaction de ses clients, c'est-à-dire augmenter son chiffre d'affaires. Ça va de soi. Cette gestion prédictive, on la retrouve souvent dans ce qu'on appelle donc le waterfall, donc la gestion en cascade, où on retrouve par exemple donc des diagrammes de Gantt avec différentes justement périmètres de travail comme ça qui sont bloqués les uns par rapport aux autres et qu'on doit faire tomber un petit peu comme des dominos. Pour faire du produit informatique, on a le droit finalement de faire preuve de plus d'abstraction. C'est-à-dire il n'y a pas forcément un ordre, il n'y a pas un ordre imposé sur la création du produit informatique. On peut commencer par la page d'accueil ou on peut finalement commencer par le formulaire de contact. Ce qui est important, c'est justement de donner une priorité à ce qu'on va développer, à ce qu'on va concevoir. Et pour ça, la gestion prédictive n'est pas forcément la plus efficace. Et c'est pourquoi j'ai invité la gestion empirique. La gestion empirique, elle va nous permettre de fixer, comme vous pouvez le voir, le budget et le temps. Le budget, effectivement, et l'ensemble des ressources vont être établis, par exemple, au sein d'une équipe agile. On va définir très, très précisément les rôles, les métiers, les personnes qui vont travailler sur le projet pour vraiment pour fixer un budget de façon assez concrète et assez radicale, finalement. Le temps, de la même façon, on ne va plus travailler avec un diagramme de Gantt, on va travailler dans des boîtes de temps, ce qu'on appelle des sprints en règle générale. Donc, on va fixer comme ça, on va découper notre gestion de projet comme une part de pizza finalement, toujours en itération d'1 semaine ou toujours en itération de 2 semaines. Et on va toujours se poser cette question: qu'est-ce qu'on est capable de faire dans les 2 prochaines semaines? Vous voyez qu'on n'est plus dans quelque chose de prédictif, on est véritablement finalement à tirer des enseignements de chacun de nos sprints pour continuer à faire avancer le projet et à se fixer des objectifs à 2 semaines plutôt que des objectifs à 3, 4, 5 mois comme dans un cycle en V ou comme dans une gestion en cascade. Et puis, le périmètre, il faut que le périmètre il soit flexible justement pour pouvoir changer les ordres de priorité, pour pouvoir s'adapter finalement à une innovation, à une opportunité qui arriverait sur le marché et qu'on voudrait intégrer à notre produit. Et donc, pour ça, on ne fait plus de cahier des charges, on fait un carnet de produits. Donc, on dit un product backlog en anglais. Et ce carnet de produits, il est découpé en récits utilisateurs. Ces récits utilisateurs, vous vous en doutez, ils ne viennent pas de nulle part, ils viennent de la conception centrée sur l'utilisateur. Alors, on va zoomer finalement sur cette gestion de projet empirique. On va chercher justement à respecter là, ces règles du jeu d'un périmètre qui sera estimé, d'un budget qui sera plus fixé, d'un temps qui sera plus fixé, à travers des bonnes pratiques de conception qui seront elles aussi empiriques. Alors, on va zoomer effectivement sur ce triangle. Et en zoomant sur ce triangle, je vous propose ce premier processus de conception centré utilisateur. Alors, excusez-moi là aussi, hein, c'est des ressources qui sont souvent en anglais, mais assez faciles à traduire. On va lancer effectivement notre projet de création d'applications ou de produits informatiques. Et puis, alors en général, on commence justement en fixant les membres de l'équipe, en se donnant des objectifs précis. Et on va tout de suite rentrer dans ce processus qu'on appelle un processus de design thinking, hein, la pensée design, la pensée conception. C'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps, hein. C'est apparu dès les années 1950 à l'université de Stanford aux États-Unis, quelque chose qui s'est bien déployé partout dans le monde et qui nous permet effectivement d'enchaîner comme ça des boucles. D'abord, une boucle d'inspiration. On va aller à la rencontre des utilisateurs. Très important avant d'aller en idéation, en brainstorming. Ça, je trouve que c'est une erreur que peuvent faire certains porteurs de projets de courir trop rapidement vers le brainstorming sans avoir interrogé les utilisateurs pour lesquels ils allaient travailler. Un petit peu dangereux. Et ensuite, suite à ce brainstorming, bon là, il y a des idées, effectivement, des fonctionnalités, déjà des opportunités qui commencent à se préciser. On va pouvoir faire des premières itérations de conception qui vont nous permettre de maqueter, de prototyper et également de tester, hein, parce que pour faire évoluer ces maquettes, pour arriver à quelque chose qui est d'abord un peu basse fidélité, qui n'est peut-être qu'un dessin à la main sur
une feuille de papier et qui représente déjà un peu notre parcours de navigation, les premiers écrans finalement qui feront l'application, eh bien, on va pouvoir monter en fidélité, rajouter des graphismes, des animations, des interactions qui vont nous permettre d'arriver au getting to scale, donc l'idée de pouvoir passer au développement finalement. Donc, on parle en général là d'une discovery team, hein, une équipe de découverte, une équipe de conception dans laquelle on va justement retrouver les UX designers, donc les concepteurs de l'expérience utilisateur, également les UI designers, hein, ceux qui seront responsables des interfaces utilisateurs, donc qui vont vraiment faire les graphismes des écrans. On pourra retrouver un product designer qui peut chapeauter comme ça l'ensemble du processus et qui aura des compétences aussi un peu plus managériales. Et puis, vous l'imaginez bien, des métiers très spécialisés. C'est vrai qu'au sein de l'UX design, il y a des personnes qui vont être juste sur la rédaction des contenus, il y a des personnes qui vont être juste sur les entretiens utilisateurs. Donc, chacun aura évidemment son métier et son intitulé en propre. OK. Évidemment, ce n'est pas fini. Une fois qu'on a conçu notre produit, il faut le développer. Donc, je convoque ici le développement qui permet, après le design thinking, là, on est plutôt sur un modèle Scrum, par exemple, un modèle agile Scrum. On va, comme je vous l'ai dit, en début de semaine, planifier le travail à faire. Tout au long de la semaine, construire nos fonctionnalités avant de démontrer le travail qui a été réalisé et se redonner du travail à faire. Ce travail à faire, on le trouve évidemment au plus près de la conception. On voit aussi ce mouvement d'amélioration continue hein, qui nous permet de former comme ça un 8 dans notre développement, puisque le produit va être lancé, va être mis sur le marché, déployé à proprement parler, et puis il va falloir continuer à l'améliorer effectivement, en le testant, en l'évaluant, en l'analysant, pour être sûr d'avoir toujours des nouvelles fonctionnalités bien innovantes qui apportent la satisfaction de nos clients, qui nous permettent d'augmenter notre chiffre d'affaires. Et là, on parle plutôt d'une delivery team, donc une équipe de livraison. Et là, on va retrouver évidemment des développeurs informatiques, front-end, ce qu'on voit à l'écran, back-end, ce qui se passe un peu plus en coulisses, notamment les serveurs, les bases de données, l'infrastructure. Et il va y avoir là aussi du management, il peut y avoir un product manager, un certain nombre de personnes, évidemment, de parties prenantes qui vont travailler à la réalisation du projet, puisqu'un produit informatique, ça demande quand même beaucoup de compétences entre évidemment ce qu'on voit à l'écran et ce qui se passe en coulisses. OK. Alors nous, on va s'intéresser donc plus en détail effectivement à ce processus de conception hein, qu'on appelle le design thinking. Et on va zoomer encore un petit peu parce que vous allez voir que ces boucles, on peut finalement un peu les découper. Et si on découpe ces boucles, première Je me boucle. permets, Arnaud, Oui, juste bien un sûr. petit parallèle hein, sur la méthode du design thinking Avec dont tu plaisir. parles là, appliquée ici pour un produit informatique, est une méthode, est une démarche plutôt globale et qui est aussi bien appliquée à la conception de produits physiques. Et voilà, C'est toujours dans vrai. la même idée. En fait, ce sont des démarches qui sont très communes. Et s'il y a des différences, parce qu'on fait rarement du sprint quand on est sur un produit physique, parce qu'il y a sur un produit hardware effectivement des temps qui sont nécessaires à fabriquer. Donc si ça change à ce niveau-là, en tout cas au niveau de la démarche centrée utilisateur avec ces différentes étapes de design thinking, on retrouve exactement les mêmes, c'est la même philosophie voilà, qui permet de dérisquer son projet et de développer son produit par itération, comme ça en le dérisquant, en le confrontant et en l'améliorant. Oui, tout à fait. Et j'ai un exemple concret, tu fais bien de me challenger là-dessus. Alors, j'en ai pas beaucoup parce que moi, je travaille surtout effectivement sur du software, hein, du logiciel, et pas forcément du hardware, donc créer un ordinateur de bout en bout. Heu, Apple le fait et pour le coup, la conception centrée utilisateur ne s'arrête jamais. Ce design thinking a permis à Apple, justement en interrogeant leurs utilisateurs, de découvrir que les utilisateurs à l'achat d'un nouvel ordinateur, d'un nouveau Mac par exemple, le voulaient tout de suite charger. Quand c'était un iMac, un ordinateur portable, dès qu'ils allaient ouvrir la boîte pour avoir tout de suite cette sensation de satisfaction, de pouvoir, s'amuser avec l'outil, avec l'ordinateur. Alors que, vous le savez, d'autres marques, il va falloir le brancher d'abord dans un premier temps, brancher sur le secteur avant de pouvoir l'allumer. Ça, c'est très bonne innovation finalement et qui fait la réputation d'Apple sur ses services. Eh bien, elle vient finalement d'avoir respecté cette démarche de design thinking, d'abord de faire d'empathie, là comme on le voit à l'écran, de faire de l'empathie auprès de ses utilisateurs, de pouvoir les définir justement, et je reboucle là sur le support de présentation, de pouvoir définir ce qu'on appelle des personas, des caricatures utilisateurs, puisque quand on s'appelle Apple ou quand on travaille sur un produit informatique, on s'adresse à de nombreux utilisateurs. Il s'agit de pouvoir les regrouper en famille
pour être sûr là aussi de bien faire notre travail. Eh bien, là seulement, après ces 2 étapes, jaunes finalement d'inspiration, on va pouvoir passer en idéation, lancer des brainstorming, et à partir de ces brainstorming, avoir tout un management visuel, hein, qui va nous permettre, soit avec des post-it dans un premier temps, là aussi de garder, vraiment les meilleures fonctionnalités, de voter entre nous au sein de l'équipe et puis ensuite de pouvoir représenter ça avec des objectifs, à atteindre finalement au regard de chacune de ces fonctionnalités émises lors de nos brainstorming. Et puis enfin, on passe dans cette dernière boucle qu'on avait dit d'itération de conception, où on va sketch en anglais, pour dire maqueter hein, finalement, donc faire des maquettes, et puis tester. Hein, à chaque itération, toutes les semaines, c'est bien de mettre entre les mains des utilisateurs, de ne pas finalement attendre le dernier moment que le produit soit totalement conçu, développé pour mettre entre les mains des utilisateurs, recueillir leurs retours et là aussi pouvoir faire preuve d'amélioration continue. Hein, c'est toute la grande force, effectivement, là, de ce processus de design thinking. Mais on va continuer. On va continuer parce que qu'est-ce qui fait cette grande force du design thinking? C'est finalement, là aussi, un peu que je viens de faire apparaître comme ça, je ne sais pas, en fond, en arrière-plan. Voilà. En arrière-plan, eh bien, c'est le fait de pouvoir passer d'une pensée divergente à une pensée convergente. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on fait preuve d'empathie ici, qu'on interroge les utilisateurs dans des interviews, hein, vraiment avec des guides d'entretien, avec toute la technique qui est méritée en UX design, et je vous partagerai des ressources qui vont dans ce sens, eh bien, on ouvre le champ des possibles. Hein, on pose énormément de questions, on recueille énormément d'apprentissage, on ouvre le champ des possibles. Lorsqu'on définit par contre ces utilisateurs, qu'on les réunit en famille, comme avec des personas ou des cartes d'empathie justement, eh bien là, on a plutôt une pensée convergente. Hein, on cherche à faire synthèse finalement. Quand on arrive en brainstorming, on refait tout exploser. On rouvre complètement le champ des possibles, on est avec l'ensemble des membres de nos équipes, on transforme ces apprentissages utilisateurs en pistes d'action, on se questionne pour obtenir les meilleures fonctionnalités, on rouvre le champ des possibles. Et puis finalement, en maquettant, en testant, évidemment, on referme un petit peu le jeu pour avoir une solution concrète à développer. Voilà la grande force du design thinking finalement et du métier du UX designer qui va se concentrer surtout sur ce qu'on appelle ce premier diamant, puisque ces losanges sont souvent appelés ou surnommés les doubles diamants. C'est joli, double diamant. OK. Alors on va continuer à zoomer, on va continuer à s'approprier finalement ce processus de design thinking, voir un peu quels sont les meilleurs livrables et les meilleurs outils pour arriver à mener à bien ce processus. Et pour ça, je vous ai remis là au plus près finalement des ressources, parce que ce n'est pas moi qui les ai créées. Encore une fois, moi je ne suis pas créateur du design thinking. Le design thinking, ça a été popularisé notamment par une agence qui s'appelle IDEO. Donc on peut retrouver des ressources de très très bonne qualité, je dirais sur le Nielsen Norman Group, sur IDEO. Et c'est souvent ce que j'ai rendu cliquable dans cette présentation que vous aurez à disposition. Ces doubles diamants, là vous les voyez effectivement décrits vraiment dans toute leur richesse, dans toute leur exhaustivité. Moi, j'ai essayé pour vous là de conserver les meilleures techniques, mais vous voyez qu'elles sont nombreuses, hein, notamment dans les étapes de brainstorming, où on se pose, comme je vous l'ai dit, beaucoup de questions pour pouvoir rouvrir le champ des possibles et obtenir des idées, que vous voyez ici. Et puis ensuite, là, build, test, and iterate, ça dit très bien son nom. Voilà, on construit, on teste, on itère, on construit, on teste, on itère, pour arriver à une solution finale. Ces doubles diamants, que j'ai résumés ici en différentes étapes pour bien faire le lien avec les diapositives précédentes, eh bien, je voulais être précis avec vous. Il existe un autre processus de conception. Ça serait dommage de croire que les UX designers ne font que du design thinking. Le design thinking, c'est vraiment notre routine. C'est certainement la boîte à outils qu'on utilise le plus fréquemment. Mais il y a des cas, quelquefois, on veut vraiment lever un point de blocage rapidement. On n'est pas dans la routine, on est dans la résolution rapide d'un problème, on est dans l'événementiel, dans le ponctuel. Et là, on va utiliser un triple diamant. Wow. Un triple diamant, c'est ce qu'on appelle le design sprint. Le design sprint, lui, il a été popularisé par Google, hein, notamment. Il voulait certainement aller un peu plus vite sur son prototypage. Et ce qu'il va permettre, c'est finalement, vous le voyez bien, je pense, avec cette superposition de représentation, c'est qu'ici, le brainstorming, finalement, il faisait tout exploser, quoi. On passait du convergent au divergent assez rapidement. Alors qu'en posant finalement ce diamant-là, vous allez voir, ça va nous permettre de prendre des décisions, notamment un tout petit peu plus rapidement, et donc d'arriver assez rapidement sur du prototypage. On va regarder un petit peu ces différences entre double diamant et triple diamant
pour voir quelles sont les meilleures techniques. OK, et celles qui, en tout cas, seront le plus adaptées à vos besoins. C'est surtout ça l'enjeu. Alors, commençons par la première partie du premier diamant. Vous voyez, je vous avais bien expliqué qu'en inspiration, dans le design thinking, on avait de l'empathie et de la définition. Avec le design sprint, on aura plutôt de la compréhension et de la définition. Alors là, ne jouons pas sur les mots. Ces deux périodes sont assez similaires dans les deux processus, mais ce n'est pas les mêmes techniques tout de même qu'on va retrouver. Puisqu'avec le design thinking, on va vraiment avoir cette attitude d'interview. Comme je vous le disais, on réalise un guide d'entretien, un panel d'utilisateurs, on interroge une dizaine d'utilisateurs avec un guide qu'on appelle semi-directif, on leur pose des questions très ouvertes, jamais donc des questions qui peuvent finir par oui ou par non, qui peuvent être répondues par oui ou par non, mais c'est plutôt est-ce que vous pouvez me raconter la dernière fois que vous avez ouvert, que vous êtes acheté un ordinateur portable et donc la personne vous raconte en détail qu'elle s'est rendue à la Fnac ou qu'elle est allée sur Internet pour comparer des modèles d'ordinateurs avant de faire son choix. Qu'est-ce qui lui a posé problème? Qu'est-ce qu'elle a aimé? Voilà les questions qu'on va poser dans un guide d'entretien pour ensuite arriver à faire la somme, arriver à construire finalement au plus près de ces réponses différentes familles d'utilisateurs qu'on va appeler en général effectivement les personas, donc qui sont des caricatures qui vont garder le meilleur finalement des interviews utilisateurs. Ça, c'est vraiment la bonne pratique en design thinking. En design sprint, finalement, on va plutôt appeler des experts. On va jouer un peu à saute-mouton. On va faire ce qu'on appelle des conférences éclairs, lightning talks en anglais. Alors, tout ça est cliquable, comme vous pouvez le voir. Vous pourrez retrouver comme ça au plus près de ces processus, vraiment les techniques officielles, j'ai envie de dire. Et effectivement, ici, on va inviter un expert à qui on va poser plusieurs questions. Quelle est l'attitude du marché? Qu'est-ce que justement pensent les utilisateurs actuellement de telle démarche ou de telle navigation? On va bombarder un expert de questions et grâce à ces apprentissages, eh bien, on n'aura pas forcément besoin d'interroger les utilisateurs parce qu'on part du principe que l'expert a déjà fait, lui, son design thinking et donc finalement, on peut gagner un petit peu de temps. C'est vraiment le design sprint. Donc, on fait ces conférences éclairs. Et ensuite, plutôt que de définir comme ici donc des personas, des caricatures utilisateurs, on va plutôt faire tout de suite un parcours idéal, ce qu'on appelle ici le Golden Pass, donc le parcours d'or, où vraiment on va entre la visite de l'utilisateur, là il commence par faire de la recherche, il voit le produit, il recherche des recommandations, il achète. On était à peu près là justement dans le cas d'un achat d'ordinateur, il le reçoit à la maison, il est heureux parce que c'est déjà chargé, tout est bien dans le meilleur des mondes. Donc, vous voyez que les attitudes sont un petit peu différentes. Et on continue. On continue, on passe à l'idéation. À l'idéation, je l'ai dit, avec le design thinking, on a un peu cet enchaînement convergence-divergence. On converge à partir des apprentissages des utilisateurs et puis on diverge ensuite en se posant plein de questions et en sortant le plus d'idées possible. Et c'est vraiment le jeu dans le design thinking. On dit il n'y a pas de mauvaise idée, il n'y a pas d'idée débile finalement. Il faut être là pour la quantité plus que pour la qualité. C'est ça qui nous permet effectivement d'innover et d'avoir des bonnes fonctionnalités dans notre produit. Alors là aussi, la technique du brainstorming, elle est très très bien résumée. Ce n'est pas un brainstorming comme ça qu'on fait, j'ai envie de dire, à l'arrache. C'est un brainstorming, il y a des règles à respecter. On a une salle qui nous permet de nous mettre debout, qui va nous permettre d'échanger. On a en général des crayons, on est prêt à dessiner, à faire nos post-it. Effectivement, on essaie de ne pas trop se couper la parole les uns les autres. On rebondit sur les idées des uns et des autres. Enfin, il y a pas mal de petites règles comme ça à observer. Et toutes ces règles, vous pourrez les retrouver en cliquant sur la technique officielle du brainstorming en design thinking. En design sprint, vous l'aurez compris, on n'aura peut-être pas ce luxe-là. On veut aller encore un peu plus vite. Donc là, les brainstorming, on va tout de suite dessiner. On va avoir des techniques. Cette technique-là est assez classique, qui s'appelle le Crazy 8, donc le 8 fou. Le 8 fou, très rapidement, vous voyez que cette page, elle est pliée en 8 parties. Et on va challenger finalement les participants de notre brainstorming à dessiner rapidement les premières étapes de notre parcours d'or. Leur dire, allez, très rapidement, comment vous voyez les choses? Comment vous voyez les pages? Moi, je vais mettre mon utilisateur ici, et puis je vais enchaîner une liste de contenus. Je vais mettre mon bouton principal de retour à l'accueil en bas. Voilà, comment vous commencez à percevoir finalement l'architecture de l'information, la navigation, avec déjà des premiers écrans, qu'on peut appeler un peu zoning, comme ça, à ce niveau-là. Voilà ce qui va être intéressant en brainstorming, plutôt que de se poser trop de questions finalement. Et vous le voyez, même dans le design sprint, on conseille que ça soit minuté, que ça ne dure pas trop longtemps, le Crazy 8, voire même que ce soit très très rapide.
et on est là aussi outillé pour pouvoir faire ça correctement. À l'issue de ce Crazy 8, vu qu'on a été plusieurs à participer, on ne garde que le meilleur, et on garde généralement le meilleur selon cette matrice qui va nous permettre de donner un ordre de priorité finalement aux meilleures fonctionnalités qui seront apparues lors de ce brainstorming. En général, c'est l'apport de valeur. Plus la valeur est importante pour les utilisateurs, plus ça va être intéressant pour nous. Et puis, on va aussi tenir compte quand même de la difficulté technique. Nous ne sommes qu'en conception. Il faudra bien développer ce produit. Donc, c'est là où on fait équipe avec les développeurs et qu'on va pouvoir, selon ces deux critères, la valeur utilisateur et la difficulté technique, eh bien, créer une ligne de progression quant à l'ordre logique qu'on va donner à nos développements ou à notre conception. Donc, c'est des techniques qui sont assez précieuses, là aussi, qui mettent de l'ordre et sur lesquelles vous pouvez effectivement la cliquer pour avoir plus de détails si besoin. Et je pourrais aussi, s'il me reste un petit peu de temps dans ce webinaire, vous faire voir des exemples concrets tirés de mon expérience avec le collectif Popa. Mais on continue. Il manque encore une petite étape là pour bien finir notre processus. Ce sont les itérations. On dit quelquefois implementation. On va effectivement construire, tester, itérer. On est sur une pensée qui est plutôt convergente, je l'ai déjà dit. On a là un diamant entier, comme vous pouvez voir, et pas juste un bout de diamant lorsqu'on est dans le design sprint. On va voir à quoi ça nous engage. Ça nous engage, pour le design thinking, à faire véritablement une progression de nos maquettes. On va commencer avec un zoning, vraiment à la main. Puis ensuite, on passe en général sur ce qu'on appelle des wireframes, des maquettes fil de fer. Là, on va être déjà un tout petit peu plus à la règle. Puis ensuite, on parle de mock-up, faire semblant, où là, on a vraiment l'impression d'avoir le vrai produit entre les mains, mais rien n'a été encore développé. Puis après, on peut parler même de prototype ou de preuve de concept, si on va chercher un peu plus de développement, un peu plus d'interaction. Donc voilà une des premières idées qui est représentée un peu par ce gant, de dire qu'il faut mettre les mains dans le cambouis. Il ne faut pas hésiter là, voilà, à être au plus près du produit, au plus près de cette conception, au plus près de ses utilisateurs. On met les mains dans le cambouis, on met les gants. Et puis, évidemment, on se donne les moyens d'évaluer. À chaque fois qu'on met entre les mains des utilisateurs, on a des outils, je vais vous en présenter, qui nous permettent d'avoir des scores, par exemple, d'usabilité ou d'usage, qui nous permettent de savoir si nos parcours sont satisfaisants, si les utilisateurs comprennent bien l'information, s'ils répondent bien aux enjeux du produit, finalement. Ça va être très, très important dans le design thinking, évidemment. Et ça ne l'est pas moins dans le design sprint. Les techniques sont légèrement différentes. On aura tendance quelquefois à réaliser ces tests en ce qu'on appelle un focus group, c'est-à-dire vraiment d'inviter 3, 4, 5 utilisateurs à tester au plus près des concepteurs et des développeurs le produit informatique, alors que sinon, ce sont des choses qu'on peut également faire à distance, évidemment. Et là aussi, on se donnera les bonnes manières de valider l'information, de l'archiver aussi, de l'archiver, le mot est un peu trop fort, finalement de pouvoir rebondir sur l'information, sur ces retours utilisateurs pour continuer à améliorer notre produit, à le valider, à faire de la qualité. OK. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Je relève un petit peu le nez. Si vous avez des questions, ça peut être le bon moment. Puis sinon, on peut continuer. Si c'est clair, je continue. N'hésitez pas à prendre la parole, levez la main avec le bouton de call, dans le chat également. Voilà. Bon, peut-être que c'est clair à 100%, tant mieux. Marc, vas-y Marc, je t'en prie. Oui, bonjour bonjour à tous, bonjour Arnaud, merci. Une petite question, est-ce que c'est... Alors, je suis arrivé un petit peu en retard, donc je vais peut-être poser une question qui a déjà été répondue. Est-ce que c'est principalement pour du site web ou est-ce que ça permet de construire tout produit numérique et est-ce que c'est principalement pour des IHM aussi ou je le vois par rapport à ce que tu présentais, très orienté interface graphique. Oui, alors IHM, on répétera pour tout le monde interface homme-machine. Franchement, le processus de design thinking, on a un peu challengé ça avec Benjamin tout à l'heure, il peut autant s'adapter au software qu'au hardware, donc au logiciel qu'à la construction d'un ordinateur ou d'un objet connecté. Le design thinking est en règle générale la conception centrée sur l'utilisateur. Elle fonctionne aussi bien pour un site internet que pour une application. Mais j'ai envie de dire, encore une fois, c'est l'investissement qu'on y donne. Là, je vous fais voir une exhaustivité finalement de technique, une exhaustivité de pratique. Et en fonction de la maturité de son projet, on n'est pas toujours obligé de tout faire.
Moi, j'ai travaillé sur plusieurs projets. Il y avait déjà une bonne connaissance des utilisateurs. Encore une fois, le passage par les experts pouvait être suffisant. Et donc, on n'a pas forcément fait beaucoup d'entretiens utilisateurs. Alors moi, ça me désole quelquefois en tant que, en tant que UX designer, mais on n'a pas toujours les moyens, on n'a pas toujours le temps d'interroger une dizaine d'utilisateurs, de créer des personas avant d'aller en brainstorming. Et quelquefois, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et donc, je trouve que pour un site Internet, où désormais, depuis la démocratisation d'Internet, au tournant des années 2000, déjà plus de pratiquement 25 ans que les gens ont Internet et qu'ils naviguent sur des sites Internet, on est sur quelque chose de plus en plus standard, quoi. Le site Internet, franchement, enfin, d'un site Internet à un autre, ceux qui travaillent dans le métier vont reconnaître des sections qui sont assez standardisées et c'est bien normal. Enfin, on a une lecture de haut en bas, de gauche à droite. Voilà, ça s'impose un petit peu à nous en termes d'interface homme-machine, effectivement. Et donc là, on va dire que la créativité, le besoin d'innover, bon, soit il est plus complexe parce que justement, il faut aller chercher quelque chose d'assez ultime, mais soit il est moins, surtout moins prioritaire parce qu'il ne va pas nous rapporter beaucoup plus d'argent. Donc, voilà, je dirais que pour les sites Internet, effectivement, je ne mettrais pas forcément toute la grosse machinerie du design thinking. Après, moi, je suis devenu assez hermétique par rapport à ça. C'est-à-dire que vraiment, en termes d'expérience, en évoluant dans mon métier, nous, ce qu'on aime faire, c'est de l'applicatif, quoi. Parce que l'applicatif, c'est justement inventer un nouveau parcours, répondre à un problème, trouver une solution avec un produit informatique très, très précis, très sur mesure, très personnalisé. Le site Internet, pour moi, c'est presque maintenant un livrable marketing, plus Oui, qu'un oui, mais livrable. c'est, enfin, je pensais par rapport à tout à l'heure ce que tu présentais sur l'approche Google avec Mm, une présentation des interfaces mm. dans le Crazy 8, c'est ça? Oui, par exemple. Euh, ben, enfin, pour un produit, enfin, je sais pas si je fais un produit qui pilote du matériel, du hardware, Ouais, ben, la partie interface graphique, ça peut être anecdotique et c'est pas forcément le principal point d'entrée. Donc, je me posais mm, la question, ouais, j'entends. anecdotique, ça l'est jamais, mais ça Ouais, fait partie de ce qu'on c'est là voit. aussi où je Mais me méfierais. Mais je vois, par exemple, sur ce qu'on va dire des internal tools, hein, voilà, des produits informatiques qui sont plutôt des produits informatiques administrateurs, qui vont chercher effectivement à organiser, à gérer des choses qui n'ont pas nécessairement besoin d'être waouh, qui sont finalement on va dire, des exploitations d'une base de données et de contenus qui ne vont pas nécessiter effectivement d'avoir de grosses animations et un parcours de navigation trop complexe. Pour autant, le positionnement des boutons d'action, l'expérience qu'on offre à ces utilisateurs, tant bien même qu'ils soient administrateurs, si on veut qu'ils prennent plaisir à naviguer dans ce produit, si on veut pouvoir le faire évoluer dans le bon sens, bah, leur poser des questions, savoir comment ils se positionnent par rapport à ça et faire preuve d'innovation, je pense que c'est toujours utile, toujours très utile. oui, oui, mais je le voyais aussi dans l'idée de dire les fonctionnalités du produit Mm. orienté utilisateur, mais non graphique. Et savoir si l'UX design, de manière non graphique, mais par rapport à la démarche, avait du sens. Alors en effet, je trouve que c'est à partir des wireframes, c'est vrai que voilà, on a toujours tendance à se dire ça dessine, donc ça ne pense qu'en front, ça ne pense qu'à l'interface graphique, effectivement. Mais dès les wireframes, et on va le voir un tout petit peu plus tard là, dans cette présentation, eh bien finalement, nous on parle même de wireflow, c'est-à-dire qu'on va avoir des maquettes fil de fer qu'on appelle wireframe et des diagrammes de flux qu'on appelle flowchart qui donnent cette contraction wireflow et qui va nous permettre de donner à voir effectivement ce qui est déjà un peu le back-end. Parce que finalement, quand on fait de la conception au plus près des utilisateurs, on anticipe des notions de référencement naturel, l'utilisation des mots-clés, des métadonnées. On anticipe également un système de notification, puisqu'on voit finalement le parcours de navigation idéal de l'utilisateur, quand est-ce on va avoir besoin de le relancer ou non. On peut même anticiper, je sais pas, la reconnaissance effectivement d'une intelligence artificielle. Qu'est-ce qui va se passer dans le cas A où elle reconnaît bien un objet? Qu'est-ce qui va se passer dans le cas B où elle ne reconnaît pas l'objet? Et donc ça ne va pas être effectivement des pages écran qui vont représenter cette information, mais plutôt des diagrammes de flux. Donc là, en diagramme de flux, ça va être des losanges, des carrés, des rectangles, des fléchages. Mais effectivement, là, on fait sur la conception centrée utilisateur, notamment à partir des wireframes, il y a, voilà, la conception centrée utilisateur est très utile également. Alors, si elle est faite à bon niveau, hein, on va pas se mentir, pour avoir non seulement de la vue sur le front, mais sur le back. C'est une très, très, très bonne question. Voilà, pour le coup, je partagerai mon écran pour qu'on aille voir un livrable très concret, parce que sinon, ça peut paraître peut-être un peu nébuleux pour des personnes un peu moins expertes de voir ce rapport entre les pages écran, le front, et effectivement ce qu'on peut déjà faire en conception pour anticiper le back.
On va regarder ça, notamment sur des systèmes de notification et d'autres aspects. Très intéressant. Merci. Les outils que présente Arnaud, pardon, sont effectivement là plus spécialisés, enfin plus ciblés en tout cas, sur une appli, sur un site, et en tout cas sur une partie graphique, puisque c'est la première étape, c'est le maquettage en fait, ça va être la partie graphique qui va être ensuite découpée pour pouvoir l'utiliser, pardon, c'est l'interface avec les utilisateurs, la partie graphique sur ce modèle-là. Mais effectivement, ça s'applique, le design thinking, cette méthode, cette approche, en fait, elle s'applique vraiment à tout. Elle s'applique à du service. Si vous avez un service à développer, de la même manière, le service que vous allez proposer à des clients, à des utilisateurs, à des acheteurs qui ne sont pas forcément les mêmes cibles, voilà, nécessite, pour le dérisquer, ou en tout cas nécessite, c'est en tout cas dans les bonnes pratiques, de dérisquer en testant et en fonctionnant comme ça par itération. La démarche reste la même, les outils peuvent un peu changer, mais quand on développe quand je dis produit hardware, donc c'est un produit physique, on retrouve les mêmes démarches dont parlait Arnaud, le design thinking, c'est-à-dire on fait des enquêtes, tout d'abord très ouvertes, ensuite on va recueillir ces informations, on va tirer des grandes lignes directrices sur l'orientation du développement de produits, et là on va ensuite, pour affiner, ça peut être aussi pour affiner son modèle économique, son business model, donc on va, ou son produit, on va ensuite affiner avec des questions semi-ouvertes, là pour venir confirmer ou quantifier tout simplement ce qu'on a fait et si on est sur la bonne voie. Donc voilà, les outils peuvent un petit peu changer, mais la démarche est vraiment la même et a fait ses preuves. Oui, et je rebondis sur ce que vient de dire Benjamin. Encore aujourd'hui, un concepteur coûte quand même un peu moins cher qu'un développeur, hein. Bon, après, évidemment, ça dépend de la maturité, ça dépend du code informatique qui va être manipulé, mais faites-moi confiance, encore un tout petit peu aujourd'hui. Et finalement, il vaut mieux, avant d'appeler la cavalerie qui sont les développeurs, et surtout que les développeurs, ils n'aiment pas refaire, quoi. Ils aiment bien, bon, eux aussi sont créatifs, ils ont plusieurs moyens d'arriver à leur fin, mais à un moment, si on veut vraiment aller chercher de la vélocité, il vaut mieux investir du temps en conception pour justement se mettre d'accord sur nos systèmes de navigation, sur tous les enjeux de satisfaction des utilisateurs, avant d'appeler les développeurs et là d'aller chercher de l'extrême vélocité, puisque finalement, ils vont avoir une feuille de route là qui a été bien conçue, où ils ont les maquettes, ils savent ce qui se passe un peu en coulisses, ils vont pouvoir développer correctement. Donc, de plus en plus, on voit que les bonnes équipes vont passer beaucoup, beaucoup de temps en conception pour après chercher vraiment de l'hyper-vélocité en développement. Et c'est une organisation, effectivement, qui est non seulement moins coûteuse, mais plus efficace. Vraiment. Je continue là-dessus. Non, ça sera mon coup du jour, ça, le partage d'écran. Je suis trop dans le partage d'écran. Ok. Je suis trop dans le partage. Ok, on continue. On continue avec justement voilà, cette représentation qui, je trouve, fait bien la somme de nos échanges, que ce soit avec Marc, avec Benjamin, et par rapport à ce que j'ai pu raconter déjà sur les diapositives précédentes. Mais cette idée très, très importante dans les itérations de conception boucle rouge, de pouvoir passer du zoning jusqu'au prototype. Et on commence effectivement, comme ça, quelquefois à la main, à réfléchir à nos interfaces homme-machine, IHM, qu'on dit quelquefois aussi User Interface, UI, hein, interface utilisateur. Et vous voyez qu'on met des annotations, on écrit, bon là c'est très schématique, mais ça marche vraiment comme ça. Et puis ensuite, on passe au wireframing. Ce wireframing, c'est déjà un peu plus à la règle, comme vous pouvez le voir. Les éléments sont déjà un peu plus fixés. Okay. Et puis, on va passer au mock-up. Donc là, on a des outils vraiment qui vont nous permettre de faire semblant. Et je vous dis, là, je vous mettrai au défi de faire la différence entre un vrai produit informatique et une maquette haute fidélité sur Figma. Et enfin, on va même pouvoir passer au prototype, rendre tout ça cliquable potentiellement. Et on voit bien là qu'on n'est plus sur des placeholders, hein, sur des garde-places avec des images redondantes, mais bien sur un produit quasi fini, prêt à développer, prêt à être amélioré par nos développeurs et à être lancé sur le marché. Donc ça, c'est très important. Et je vous ai fait la série un peu de mes outils chouchous par rapport à ça pour que tout le monde puisse travailler correctement sur ces sujets. Alors, le premier outil, c'est Excalibro. Vous voyez que c'est cliquable là aussi. J'adore cet outil. Hein, Excalibro, pourquoi j'adore vraiment cet outil. Je le lance, tiens. Je le lance, puisqu'avec cet outil, comme vous pouvez le voir, vous pouvez inviter toutes les personnes que vous le désirez. Là, on pourrait même se lancer ensemble, quoi. Je pourrais vous envoyer là, le lien directement dans la conversation Teams. Et tout de suite, vous pourriez me rejoindre. Et ensemble, à distance, eh bien, on commencerait notre zoning en disant un téléphone portable, ça ressemble à peu près à ça. Là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire un petit réseau social. Donc, vous le savez que sur les réseaux sociaux, il faut toujours bien voir l'utilisateur.
Donc, on va mettre l'utilisateur comme ça. Et puis, alors, on travaille basse fidélité, hein, on s'en fiche, hein, l'idée, c'est d'aller vite. Donc, effectivement, cette personne, elle a un nom, un prénom. Donc, on va juste mettre ça. Prénom, hop. Et non, on ne sait pas encore quel est son nom et son prénom, mais on s'en fiche pour le moment. On sait juste qu'il faut qu'il ait un prénom et un nom, etc., etc., hein. Voilà, je pourrais continuer. Bon, là, moi, j'adore faire ce genre de petites choses, ce genre de petits zoning qu'on peut faire effectivement en équipe ou non. Qu'est-ce qu'on a envie là en ce moment maintenant? De plus en plus, on voit comme ça des architectures un peu qu'on dit en bento, hein, comme les plats de nourriture japonais, hein. Donc, on aurait un premier contenu ici pour avoir une petite playlist Spotify. Puis on aurait un contenu un peu comme ça ici, juste pour peut-être une petite notification qui viendrait. Bon, voilà, on peut commencer à imaginer un petit peu notre produit. Alors évidemment, on va documenter tout ça. On va faire des fléchages pour dire qu'est-ce que ça représente. Alors ça, hop. Et puis on va pouvoir dire, bon, bah, ça, effectivement, ça sera les alertes. Hein, pourquoi pas? Les alertes de notification, pourquoi pas, hein, qui viendront apparaître ici. Alors, on va peut-être le distinguer un petit peu. Vous voyez que l'outil, il est fait pour être simple, il est fait pour être rapide, il est fait, on dit souvent less is more, hein. Moins on a d'options, mieux on travaille. Là, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire du joli, là. On n'est pas là pour faire du beau. Et donc, si on avait trop d'options, on se perdrait dans les options. Hein, c'est comme au supermarché. Hein, vous avez tellement de pains de mie différents ou de céréales différents, vous ne savez plus quoi choisir. Bon, bah là, c'est pas... Et donc, vous perdez du temps. Alors que là, bon, on a juste ce qu'il faut d'options pour travailler vite et efficacement. Hein. Donc ça, c'est un super outil, Excalibro, pour faire du zoning. Alors, on peut le faire à la main aussi, hein. Moi, je reste un adepte de le faire à la main en présentiel, mais bon, bon, vous le savez, quoi, quand on finit par passer toute sa vie derrière un ordinateur et post-Covid, on a aussi appris à travailler essentiellement comme ça à distance, avec un ordinateur. Et il y a des outils qui rendent ça possible. Merci à eux, puisque ça, c'est un outil qui est quand même gratuit, open source. Franchement, c'est très, très fort. Très, très, très fort. On peut exporter, on peut tout faire avec ça. Enfin, c'est génial. Et c'est gratuit, hein, totalement gratuit. OK. On revient à la présentation. Il y a un autre outil que j'aime beaucoup, c'est Whimsical. Alors là, c'est peut-être même moi l'outil le plus important pour un UX designer, puisque c'est là où je fais les wireframes, les wireflows dont on a parlé. Donc, c'est là que se concentre, je dirais, 80% de mon travail. C'est un outil que j'adore, véritablement. Je suis très content. Je fais partie en plus maintenant des ambassadeurs de cet outil, parce que ça fait tellement longtemps que je travaille sur cet outil que je participe à l'amélioration continue de cet outil, qui est un outil vraiment incroyable pour faire ce que vous êtes en train de voir ici à l'écran et qui va me permettre de répondre d'ailleurs. Bon, ça c'est ouvert, vous voyez naturellement quand j'ai cliqué, parce que je suis toujours connecté à cet outil. Mais là, typiquement, c'est un projet sur lequel je travaille et on va retrouver ma conception, qu'on dit basse fidélité, de ce nouveau produit. C'est un produit qui va être dédié à la recherche d'alternance, donc notamment de formation en alternance, puis d'emploi en entreprise pour des étudiants. Et donc, on voit un peu comment on a dégagé ce produit avec son onboarding, par exemple, donc son intégration, différentes informations pour créer le compte, comment va se dérouler ce parcours que vous voyez ici légèrement gamifié. Hein. Finalement, il y a des barres de progression pour amener l'étudiant à bien compléter l'ensemble des informations demandées. On voit ce que ça peut donner, voilà, mes candidatures, mon calendrier. Et puis, vous voyez déjà des liens avec notre gestion de projet, hein, finalement, avec notre management agile. On va retrouver l'ensemble de la documentation pour les développeurs. Si je cliquais ici, bon, d'ailleurs, je peux le faire. Je peux le faire, évidemment. Et donc là, on arrive, participer aux entretiens. Ah oui, ça veut dire qu'il va peut-être falloir faire une intégration de Calendly ou alors d'Office 365 pour pouvoir mieux gérer les rendez-vous. Et on peut retrouver comme ça l'intégralité du produit, des périmètres de travail finalement, en conception, en développement, qui se rapproche évidemment à ce que vous avez ici devant les yeux. Et je réponds à la question du back-end. Voilà. Vous voyez qu'on a aussi anticipé là quelque chose qui n'est pas juste de l'interface visuelle, mais qui va bien se passer en coulisses. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un flowchart, hein, un diagramme de flux, qui va nous montrer voilà, les différentes actions des utilisateurs. Hein. Différentes actions des utilisateurs. Et quand c'est une décision à prendre, c'est un losange. Donc la décision, elle amène à un oui, à un non, donc à des parcours alternatifs, à des notifications. Donc là aussi, on va pouvoir anticiper pas mal de choses pour le développement de ce produit. Intéressant tout ça. Et donc là, il vaut mieux le faire en conception. Parce que là, si c'est lors des développements que vous cherchez à vous mettre d'accord sur le système de notification, ça risque de prendre du temps, ça risque d'énerver tout le monde, ça risque de vous coûter de l'argent. Alors que là, voilà, dès la conception, très tranquillement, on peut là échanger, c'est facile de faire une modification, c'est facile de mettre à la poubelle, de revenir en arrière. Vous voyez que nous, on pousse même le vice
à proposer ce qu'on appelle un UX kit, c'est-à-dire un peu la boîte à Lego, donc l'ensemble des éléments qui m'ont permis de construire ces pages. Eh bien, finalement, on les retrouve ici. Ce qui nous permet ensuite de discuter, de collaborer avec l'UI designer. Ah, je ne comprends pas où est-ce que va ce composant. Ah, il s'agit simplement de faire défiler chaque étape. Voilà, on peut se mettre d'accord. OK. Et donc ça, c'est plutôt cool. Et je refais voir, alors là, juste pour l'utilisation de cet outil, juste pour le plaisir, parce que je l'ai beaucoup vanté. Mais en fait, sa grande force, c'est d'avoir cette bibliothèque d'éléments qui vont justement nous permettre de construire notre produit tranquillement. Et vous voyez qu'il y a juste ce qu'il faut. C'est-à-dire ni trop, ni peu. Ni trop, ni peu, juste ce qu'il faut. Si vous n'arrivez pas à faire votre produit avec les éléments qui sont là, vous n'arriverez jamais à le faire, j'ai envie de dire. Franchement, vous arriverez, voilà. Ça sert même pas. Si vous n'êtes pas capable là de le faire basse fidélité, je crains que la haute fidélité soit très complexe. Très, très complexe. Alors maintenant, il y a de l'IA, il y a pas mal de choses en plus là qui se sont ajoutées sur ce super produit. Vous voyez, pour trouver toutes les frames nécessaires, que si vous voulez faire des diagrammes de flux, alors toutes les iconos aussi, on a des iconos, je tape alerte, voilà, je n'ai pas besoin d'aller chercher des iconographies, ce qui est plutôt pratique. Et puis évidemment, je peux aller chercher plein d'autres éléments, de mind mapping, de post-it. Super outil. Incroyable outil. Donc voilà. Et donc là, bon, je vous l'ai fait voir sur un projet, mais comme vous pouvez le voir, je pourrais vous le faire voir sur pas mal de projets, puisque en tant qu'UX designer, c'est un outil que j'affectionne tout particulièrement. Et d'ailleurs, ce qui peut être intéressant, c'est de voir que ce produit, la basse fidélité, il devient ensuite un produit haute fidélité. On revient sur le support avec du Figma et du Maze. Voilà, on va passer vraiment là sur un niveau de graphisme un peu plus abouti. Je vais aussi vous faire voir ça pour finir, puisque je vois que l'heure tourne, mais qu'on a encore un petit peu de temps. Alors là aussi, au plus près de cette gestion de projet, puisque la gestion de projet, elle va. Donc là, c'est sur un outil qui s'appelle Notion, et va nous permettre de tout centraliser finalement. Donc là, si on revoit la création de compte, il y a bien effectivement le lien vers le Whimsical, qui était la conception basse fidélité, mais on a également un aperçu de la haute fidélité. On va aller voir ça. Et donc là, c'est un autre métier. C'est le métier de UI designer. Là, moi, j'ai un collaborateur, Sébastien, je l'embrasse fort, qui prend le relais. Alors, vous voyez qu'on continue à discuter. Tiens, il est en train de travailler là. Il est en train de bosser, c'est bien. Moi aussi, je suis en train de bosser avec ce webinaire. Donc, je lui fais un petit coucou comme ça. Je vais dessiner un cœur, peut-être qu'il nous verra. Alors, on pourrait carrément discuter avec lui avec cet outil Figma, qui est là aussi un outil standard. Là, je ne vais même pas faire de la pub pour Figma. Ils n'ont plus besoin de moi à ce niveau-là. C'est le meilleur outil de conception. Eu égard ce que les gens peuvent penser de Sketch ou d'Adobe XD, je veux bien en débattre avec vous, mais encore une fois, il y a des fonctionnalités là sur le ready to dev, c'est-à-dire le prêt à développer, sur la communauté qui fait que Figma est vraiment bien au-dessus de tous les autres. Et là, on voit, voilà, ce très bon travail, ou des maquettes basse fidélité. On retrouve ce parcours d'intégration. Vous voyez qu'il a changé, il a repris une dimension un peu plus réseau social. Donc là, il y a eu des retours des utilisateurs, des échanges avec les équipes qui nous ont permis d'aller chercher ce design haute fidélité. Et puis, voilà, on retrouve cette gamification. Alors, vous voyez, là, cette fois, on a concentré les cartes. Là, c'est plutôt bien joué. Qu'on va pouvoir compléter. Quand j'ouvre la carte Mes informations, je retrouve mon système d'onglets qui va me permettre de compléter mes informations. OK. Tout ça a l'air de bien fonctionner. Choisir mon image. Ouais. Tout ça est bien. Tout ça est bien dans le meilleur des mondes. Mais on est encore sur du mock-up. Vous voyez que c'est des images en placeholder. C'est toujours la même image, là, titre de la session. On s'en fiche encore un petit peu pour le moment. Mais ça ne va pas durer, puisqu'après vient l'étape de prototypage. Et donc là, on doit être hyper précis. Je regarde au passage, excusez-moi, je suis toujours un petit peu curieux. Alors, vous pouvez voir que la représentation de ce travail, on retrouve bien tous les flows, tous les périmètres de travail, finalement, là, les différentes étapes que vous aviez vues basse fidélité. Et plus encore, avec un outil de conception comme Figma, nous, on travaille avec donc, des fondations. On va retrouver tous les codes couleurs, toutes les polices, les logos, voilà, tout ce qui est important. Donc là, les fondations. Et ensuite, on a un design qu'on appelle un design atomique. Voilà, c'est qu'on va retrouver tous les composants, là aussi un peu notre boîte à Lego. Voilà, comme ça, on fait varier que les composants. Vous voyez ce que je veux dire? On reduplique les composants, ont leurs variables. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un design system, donc un système de conception. Voilà, qui nous permet, et là, ce qui permet aussi aux développeurs de faire du très très bon travail, puisque là, quand je clique sur ces éléments, aujourd'hui avec Figma, notamment sur des aspects de prototypage, alors là, nous, on n'en a pas vraiment besoin parce que les développeurs sont assez costauds, mais on peut déjà avoir des interprétations ici en code, peu importe le code que vous utilisez, que ce soit du
JavaScript, du HTML, du CSS, j'en passe et des meilleurs évidemment. Mais on a des plugins qu'on peut ici ajouter pour avoir déjà un peu des interprétations. Alors, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, on a un mode qui s'appelle le Ready to Dev. Donc là, je l'ai activé, par exemple. Voilà, là, je passe en mode Ready to Dev. Et donc là, je peux connecter même Visual Studio Code, qui est un outil de développement et qui va me permettre, vous voyez, de bien gérer mon développement, tous mes espacements, etc. Donc ça, c'est très, très, très précieux. C'est un peu exclusif à Figma. OK. Donc ça, voilà, là, on est vraiment désormais sur de la conception haute fidélité. On est ici sur le mocking. Et on voit un autre logo, Maze. Alors, on va aller voir ça aussi, Maze. Maze, à quoi ça sert? Ça sert à tester avant même d'avoir développé. Et donc là, c'est très précieux pour nous en tant qu'UX designer, UI designer. C'est-à-dire que quand on commence à être sur ce niveau de fidélité sur Figma, pas besoin de développer le produit avec vraiment des développeurs informatiques. On va pouvoir simuler un peu le produit et faire des tests utilisateurs. Alors, je vais vous faire voir à quoi ça ressemble. Alors là, on va retrouver pareil sur la gestion. Donc nous, c'est avant les premières étapes de développement, on fait donc ce protocole. Moi, en tant qu'UX designer, on va faire ce petit protocole-là qui va nous permettre de donner des missions à nos utilisateurs à partir de nos maquettes Figma. Alors, on va regarder à quoi ça ressemble très rapidement. Donc voilà un lien que je pourrais même vous partager. Alors, vous voyez que moi là, aucune interaction n'est enregistrée, parce que là, moi, je ne suis pas un utilisateur, je suis concepteur du produit, donc ça biaiserait l'expérience. Mais sinon, n'importe quel utilisateur pourrait faire ce test avec le bon lien. C'est parti. Pouvez-vous créer un parcours? Vous êtes un utilisateur à la recherche d'une formation en alternance. OK, j'ai compris ma mission. Alors, je regarde les écrans. OK, bon, c'est pas mal. Je vais signer votre convention en ligne avec l'aide du CFA. Ça m'a l'air très pertinent tout ça. Réunissez vos évaluations et valorisez le réseau du CFA. Très bien. Est-ce que je peux cliquer comme ça? Non, là, ça ne marche pas. Je peux swipe? Non, ça ne marche pas. OK, bon, comme ça. OK. Bon, créez votre parcours. Très bien, très bien. On me demande un certain nombre d'informations. Je vais commencer par mon prénom. Ah, voilà, une petite simulation, évidemment. On n'est pas sur un produit développé, on est sur un produit qui a été conçu. Donc, petit aspect de simulation. OK, bon, ça a l'air d'être correct. Je m'inscris. Si possible. Non, impossible. Bon, donc c'est l'idée en tout cas. L'idée de pouvoir m'inscrire. Là, je vais arrêter la tâche, mais c'est l'idée. Et ensuite, je vais continuer avec une autre mission. Pouvez-vous ajouter une photo du profil? Là aussi, on va continuer son exploration du produit. Bon, si je vous fais voir ça, ce test, il a déjà été réalisé il y a assez longtemps pour nous. Ça a été réalisé il y a déjà plus de 2 semaines. C'est pour vous faire voir le rapport. Là, je voulais vous faire voir comment fonctionne l'outil. Évidemment, cet outil, il faut le paramétrer. Je ne rentre pas dans les détails du paramétrage de ce protocole de test, mais vous voyez au moins à quoi ça ressemble. Ce que je veux vous faire voir, c'est l'information qu'on en tire, évidemment. Parce que cet outil, il est hyper puissant et en fait, il a enregistré tout ce que j'ai fait. Et donc, il va me permettre, vous voyez que là, on a eu 24 réponses sur les différentes missions. Et donc, sur le créer le parcours, on a un total de testeurs de 24, plutôt une bonne note d'usabilité. Mais peu importe la note, finalement, nous, ce qu'on veut voir, c'est ce qui ne va pas, c'est ce qui n'a pas fonctionné. Et donc là, on va pouvoir voir écran par écran combien de temps ont passé les utilisateurs, où est-ce qu'ils ont cliqué. Je vais vous faire voir ça en détail. Donc là, nous n'avons pas d'écran à retravailler, mais on va quand même regarder. Voilà. Vous voyez qu'il y a des gens qui ont essayé de swipe là, par exemple, comme moi. Ils ont essayé de swipe. Il y en a même qui ont essayé déjà de dire j'ai déjà un compte, alors que la mission était de créer un compte. Bon, on va voir exactement où est-ce qu'ils ont cliqué, qu'est-ce qu'ils ont fait. Bon, c'est vraiment très très précieux pour nous. Pour être, voilà, on voit que là, il y a des gens qui ont essayé de passer par le mode stories aussi pour passer d'un événement. C'est très intéressant, ça. Donc, est-ce que nous, en développement, on le rend cliquable ou pas? Bon, voilà, ça nous permet de nous poser les bonnes questions, de bien anticiper les développements et de faire juste ce qu'il faut. Pareil, de ne pas surdévelopper le produit, mais d'amener le bon niveau de technicité. Très intéressant. Tiens, je vous en fais voir une sur une mission qui était très rigolote, sur le chargement de la photo. Alors, ça se voit qu'on a travaillé avec des étudiants. Voilà. On leur avait simulé la photo, donc la photo est meilleure, mais il y a des gens, évidemment, qui voulaient se représenter avec des plats de nouilles ou avec des vues panoramiques. Et donc là aussi, c'est intéressant de voir à quel point les utilisateurs sont joueurs, finalement. Bon, la majorité d'entre eux, évidemment, avaient bien cliqué au bon endroit sur la seule photo qui était disponible. Okay. Mais bon, nous, ça nous a fait baisser notre note d'usabilité. Alors, c'est pas grave, encore une fois, d'avoir une note basse, tant qu'on comprend pourquoi et qu'on arrive à corriger le tir. On est là même plutôt à la recherche des notes basses, puisque sinon, on a l'expérience pour pouvoir confirmer quand même déjà la navigation et on va dire la cohérence de cette navigation. Okay.
Arnaud, je me Donc permets voilà l'idée. encore une fois, je me permettre d'intervenir pour faire un parallèle en élargissant un petit peu, parce que tout ça, ce sont des méthodes qui sont aussi utilisées, encore une fois, pour développer des services innovants, d'autres produits physiques. Voilà, où on va à chaque fois faire une maquette. Alors au début, ça peut être une maquette graphique, hein, finalement, c'est les mêmes étapes qu'on retrouve. Et puis, on va les faire tester comme ça. On va demander aux utilisateurs ce qu'ils en pensent. Et puis, on va essayer de quantifier. Donc, c'est toujours très, très important lorsque vous avez un Oui, produit qui est mis en test auprès d'utilisateurs, de faire un recueil, hein, c'est ça, hein, le retour utilisateur, l'expérience utilisateur, c'est de faire un recueil et de pouvoir quantifier de manière à pouvoir orienter les décisions. Et évidemment, quand il s'agit d'un outil informatique, on a des outils qui sont plus interactifs, plus directs, mais en tout cas, c'est toujours voilà, ces mêmes démarches qui sont essentielles. en effet. Alors, il est 9h27 et je vais profiter des 3 dernières minutes, comme d'habitude. Je vous l'ai dit, je suis dans le partage pour faire quelques cadeaux. J'aime bien faire des cadeaux. J'aime bien faire des cadeaux. Alors déjà, ce serait dommage de ne pas en dire un tout petit peu plus sur ce prototyping avec Framer. Je trouve que c'est un outil là qui est très, très puissant. Pourquoi? Parce qu'il nous permet de récupérer directement les maquettes Figma pour les transformer en site Internet. Mais vraiment, directement. Alors là, même pas besoin de développeur, j'ai envie de dire. Vous prenez vos maquettes et ça devient l'interface front. Alors, j'entends qu'il y aura un travail de paramétrage quand même pour les bases de données, etc., que vous pourrez faire avec ce système de gestion de contenu qu'on appelle Framer. Mais tout ce qui est le front, tout ce qu'on voit avec nos yeux, ça, si vous l'avez bien fait sur Figma, ça sera déjà prêt à être diffusé sur Internet avec un site Internet. Et donc ça s'appelle Framer. On va aller regarder ça très rapidement. Ça, c'est le premier petit cadeau que je voulais faire, parce que si vous ne connaissez pas cet outil, franchement, allez vous amuser avec ça. C'est gratuit. Il y a aussi un peu d'intelligence artificielle. Donc, c'est assez marrant de prendre la main sur cet outil. Et ils ont vraiment cette proposition de valeur de passer directement du design, comme vous pouvez le voir. Là, je suis pratiquement sur Figma. Enfin, là, c'est un framer, mais c'est quasiment du Figma, à directement le produit. Vraiment super. Je leur fais un peu de pub là au passage. J'aime aussi beaucoup Webflow, qui est un concurrent à Framer. Mais Framer est le seul à vraiment récupérer la conception Figma pour aller chercher du développement. Super outil. Donc ça, c'était vraiment pour boucler la boucle dans un premier temps, puisque c'était déjà à l'écran et que c'était déjà cliquable finalement sur ce support. Mais vous voyez que dans mes notes de commentateurs, j'ai mis aussi 3 petits outils là, un peu plus costauds et un peu plus secrets. Alors là, c'est vraiment, je ne devrais même pas le dire ça. Je ne devrais même pas le dire, il y a des gens qui vont m'en vouloir, parce que là, c'est vraiment des secrets. Mais on va regarder ça quand même. Là, on va dire, voilà. Vous voyez que là, j'ai Generate Refine and Ship. Il dit a chat application. Bon, je ne vais même pas. On pourrait challenger ensemble. Franchement, on pourrait mettre n'importe quel prompt si vous le souhaitez. Mais on va mettre justement ça. Si moi, je voulais faire chat application, je ne sais pas si ça me plaît beaucoup, ça, mais a booking app. Nous, on va faire a booking application. Donc, une application de réservation, tout simplement. Okay. On a des outils aujourd'hui, évidemment, qui, sur le zoning, nous aident. Nous aident, puisqu'on est encore là aussi. Ce n'est pas encore du site Internet, mais c'est des choses qui sont de plus en plus standardisées. Et donc, voilà, vous allez voir que l'intelligence artificielle, elle va tout de suite me faire un petit zoning d'une Booking App. Voilà, quand on n'aime pas partir d'une feuille blanche, sachez qu'aujourd'hui, on a des outils qui sont de plus en plus puissants pour ne pas avoir à partir d'une feuille blanche. Et là, vous voyez que j'ai déjà le code, potentiellement. J'ai déjà le code. Alors là, on est sur... Ce ne sont pas des codes qui sont très intéressants, ceci dit. Enfin, nous, on travaille en Flutter, donc ça ne m'intéresserait pas plus que ça. Mais ce n'est pas inintéressant non plus. Vous voyez que c'est déjà responsive. On propose plusieurs versions, d'autant plus. Même l'ouverture du checkout. Voilà, ça m'a pris 1 seconde et demie. OK. Donc ça, c'est très, très, très puissant. V0. V0.dev, pour ceux qui veulent aller s'amuser avec ça. Gardez-le bien. Vous voyez, ça valait le coup de venir se lever tôt ce matin sur le webinaire pour voir un outil comme celui-ci. Je suis très en veille. Et je finirai avec 2 autres cadeaux. Alors là, Cocorico, c'est des Français. C'est l'écosystème eFounder. eFounder qui est certainement le meilleur portefeuille startup en France, avec des boîtes comme Aircall, comme Front, comme très, très, très belle boîte. Moi, j'ai appartenu à l'écosystème qui s'appelle The Family. On est un peu mort maintenant. On a aussi il y avait des très belles boîtes dans le portefeuille. Mais là, shout out to eFounder, qui viennent de sortir ce plugin pour Figma, qui en fait, c'est Whimsical, mais sur Figma, quoi. Donc voilà, vraiment la boîte pour faire du wireframe, mais qu'on invite. C'est un petit plugin qu'on rajoute à Figma. J'ai un peu peur pour mes copains de Whimsical. Je veux déjà un tout petit peu peur pour mes copains de Whimsical, parce que ce petit plugin-là sur Figma, il risque de faire plaisir à beaucoup de monde. C'est sorti il y a 2 semaines. 2 semaines, c'est très, très puissant là aussi. Bravo. Et vous voyez qu'ils ont construit des très beaux produits. Et c'est pour ça que je dis, voilà,
voilà des gens qui sont des licornes et qui ont commencé comme ça, basse fidélité. Hein. Aircall, c'est licorne en France, plus d'1 milliard de capitalisation, et ils ont commencé comme n'importe quel UX designer, comme ça, à faire de la basse fidélité. Pareil pour Front, pareil pour Spendesk, pareil pour YouSign, vous pourrez aller voir en détail. Block avec un S.PM, très beau. Je n'ai pas encore testé, pour ça je vous en fais le cadeau, parce que je reste fidèle à Whimsical pour le moment, mais aïe, qu'est-ce que c'est beau ça fait plaisir. Et on finira avec un dernier petit, je le connais par cœur. Là aussi pour les tests, une fois qu'on est live, je vous ai fait voir des tests avec Maze quand on était avec les maquettes. À un moment, le produit est développé. Moi, je conseille souvent cet outil que j'aime beaucoup, Eurio. Là aussi, la démo parle d'elle-même. On va cliquer sur cette démo. Je clique ici sur mon navigateur et je passe n'importe quelle page web, et je dis bien n'importe quelle page web, en mode commentaire. Et ça, c'est fort. Puisque ça va me permettre avec l'équipe comme ça de dire « Ah ben là, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, ça ne devrait pas être comme ci, ça ne devrait pas être comme ça, etc., etc. » De donner des ordres de priorité. Rouge, c'est très grave. Bleu, c'est moins grave. De donner les bonnes règles d'heuristique, les bonnes règles de la conception UX pour arriver à corriger le tir. Voilà. Tout est bien dans le meilleur des mondes. Vous voyez qu'ici, on peut mettre nos petits commentaires, classés par code couleur, et ça donne lieu à un vrai petit tableau Kanban, quoi. Ça s'agrège à notre gestion de projet pour pouvoir ensuite résoudre ces bugs ou ces problèmes. Donc, je trouve cet outil vraiment super. Seul petit souci, il est repassé payant. Avant, on va dire que sa gratuité était vraiment super. Et bon, là, maintenant, l'outil commence à bien scale et sa gratuité est un tout petit peu plus limitée, je vous le dis tout de suite, mais il y a des alternatives. L'idée est de garder le principe en tête de Rio. Mais franchement, pour un UX designer, c'est vraiment top. Notamment ici, là, on retrouve dans les ressources les évaluations heuristiques. C'est très important pour un UX designer pour savoir toutes les bonnes règles à respecter. Et vous voyez à quel point c'est bien documenté. La visibilité des statuts, voilà, la correspondance entre le monde réel et le monde informatique. L'idée qu'on continue à représenter avec un panier dans le e-commerce les achats et les ventes. Bon, voilà. Il y a pas mal de petites règles comme ça pour les UX designers à respecter. Elles sont très, très bien agencées chez Eurio. Je pense avoir fait le tour du sujet, de vous avoir doté des meilleures pratiques et des meilleurs outils pour pouvoir monter en puissance en UX design. Ce support de présentation désormais vous appartient. N'hésitez pas à le partager, à le diffuser, à être dans le partage, à être dans le cadeau. Moi, je viens de cette époque où Internet, c'était aussi l'ère de la gratuité, c'était aussi, et ça l'est toujours, le open source, le fait de partager ses connaissances sans sortir les devis et les factures. On vous enverra, pardon Arnaud, on vous enverra effectivement la présentation d'Arnaud par mail directement. Voilà. Tout est cliquable, hein. Je vous l'ai dit, La on main peut le avec les revoir. Il y a pas mal de petits… Oh là, je l'aurais fait, mais troisième fois. Tout est cliquable. Donc, si vous, par exemple, sur les techniques, si vous voulez les revoir, voilà les techniques d'interview, il suffit de cliquer et vous êtes ici là, dans le design kit de IDEO, donc vraiment la ressource officielle pour avoir tout de suite des bonnes pratiques d'interview. Si vous ne parlez pas anglais, pas de souci, clic droit, translate to French avec Google Chrome et c'est en français et tout est bien dans le meilleur des mondes. Tu veux mettre le lien de ta présentation dans le chat, Arnaud, aussi? Bah oui, pourquoi pas, avec plaisir. Vu que j'ai appuyé tellement de fois sur partager aujourd'hui que il va bien falloir que je la partage. Alors, tac, partager. Hop, on va ouvrir ici tous les utilisateurs qui ont le lien. Je vous laisse même la possibilité de commenter. N'hésitez pas à commenter, comme ça, on reste en interaction. Copiez le lien et c'est à vous désormais de jouer avec ce support. Je suis perdu dans mon architecture. Ah non, je suis… Okay, hop. Et je vous envoie ça ici dans la conversation. Et je pense que ça vous sera certainement repartagé, soit par courriel ou soit sur LinkedIn. Renvoyé par courriel, au cas où, si jamais il y en a qui ont suivi et qui n'étaient pas inscrits. Si ça peut arriver, je ne sais pas. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Voilà, on espère qu'il a répondu à vos attentes. En tout cas, maintenant, vous en savez un peu plus sur le UX design et puis sur les outils, les méthodes. Voilà, l'idée, c'est de bien comprendre comment ça fonctionne, à quoi ça sert, et que ça vous aiguille aussi dans vos choix, même vos choix de prestataires, d'intervenants ou dans vos choix de développement. Voilà. Écoutez, on vous souhaite une bonne journée à tous. Encore merci Arnaud pour cette présentation. Mais merci à vous, c'est un plaisir, comme d'habitude. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne continuation dans tous vos projets personnels, professionnels. Force sur l'innovation
Je reste à votre entière disposition sur LinkedIn, je suis facile à trouver. Merci encore. Et encore une fois, vous retrouverez du coup le webinaire en replay sur notre chaîne YouTube Néologie Technopole. Super, merci. Bonne journée à tous. Salut tout le monde. À très vite.